13. Les facultés de l'âme, vertu intellectuelle et vertu morale. Puisque le bonheur est une certaine activité de l'âme en accord avec une vertu parfaite, c'est la nature de la vertu qu'il nous faut examiner, car peut-être ainsi pourrons-nous mieux considérer la nature du bonheur lui-même. Or, il semble bien que la véritable politique soit aussi celui qui s'est adonné spécialement à l'étude de la vertu, puisqu'il veut faire de ses concitoyens des gens honnêtes et soumis aux lois. Comme exemple de ces politiques, nous pouvons citer les législateurs de la Crète et de Lacédémone, et tous les autres du même genre dont l'histoire peut faire mention. Et si cet examen relève de la politique, il est clair que nos recherches actuelles rentreront dans notre dessein primitif. Mais la vertu qui doit faire l'objet de notre examen est évidemment une vertu humaine, puisque le bien que nous cherchons est un bien humain, et le bonheur un bonheur humain. Et par vertu humaine, nous entendons non pas l'excellence du corps, mais bien celle de l'âme. Et le bonheur est aussi pour nous une activité de l'âme. Mais s'il en est ainsi, il est évident que le politique doit posséder une certaine connaissance de ce qui a rapport à l'âme, tout comme le médecin appelé à soigner les yeux doit connaître aussi d'une certaine manière le corps dans son ensemble. Et la connaissance de l'âme s'impose d'autant plus dans l'espèce que la politique dépasse en noblesse et en élévation. La médecine, et d'ailleurs chez les médecins eux-mêmes, les plus distingués d'entre eux, s'appliquent avec grand soin à acquérir la connaissance du corps. Il faut donc aussi que le politique considère ce qui a rapport à l'âme et que son étude soit faite dans le but que nous avons indiqué. Et seulement dans la mesure requise pour ses recherches, car pousser plus loin le souci du détail est sans doute une tâche trop lourde eu égard à ce qu'il se propose. On traite aussi de l'âme dans les discussions exotériques. Certains points y ont été étudiés d'une manière satisfaisante et nous devons en faire notre profit. C'est ainsi que nous admettons qu'il y a dans l'âme la plus irrationnelle, la partie rationnelle, la partie irrationnelle et la partie rationnelle. Quant à savoir si ces deux parties sont réellement distinctes, comme le sont les parties du corps ou du tout, ou de toute autre grandeur divisible, ou bien si elles sont logiquement distinctes mais inséparables par nature, comme le sont dans la circonférence, le convexe et le concave, cela n'a aucune importance pour la présente discussion. Dans la partie irrationnelle elle-même, on distingue la partie qui semble être commune à tous les êtres vivants, y compris les végétaux. Je veux dire cette partie qui est cause de la nutrition et de l'accroissement. C'est en effet une potentialité psychique de ce genre que l'on peut assigner à tous les êtres qui se nourrissent et même aux embryons. Cette même faculté est au surplus également présente dans les êtres pleinement développés, car il est plus raisonnable de la leur attribuer que de leur en donner quelque autre. Quoi qu'il en soit, cette faculté possède une certaine excellence, laquelle se révèle comme étant commune à toutes les espèces et non comme étant proprement humaine. En effet, c'est dans le sommeil que cette partie de l'âme, autrement dit cette potentialité, semble avoir son maximum d'activité, alors qu'au contraire, l'homme bon et l'homme vicieux ne se distinguent en rien pendant leur sommeil. Et c'est même de là que vient le dicton qu'il n'y a aucune différence durant la moitié de leur vie entre les gens heureux et les misérables. Cela résulte tout naturellement de ce fait que le sommeil est pour l'âme une suspension de cette activité par où se caractérise l'âme vertueuse ou perverse, sauf à admettre toutefois que dans une faible mesure, certaines impressions parviennent à la conscience et qu'ainsi les rêves des gens de bien sont meilleurs que ceux du premier venu. Mais sur ce point, nous avons déjà dit, nous avons assez dit, et nous devons laisser de côté la partie nutritive, puisque par sa nature même, elle n'a rien à voir avec l'excellence spécifiquement humaine. Mais il semble bien qu'il existe encore dans l'âme une autre nature irrationnelle, laquelle toutefois participe en quelque manière à la raison. En effet, dans l'homme tempérant comme dans l'homme intempérant, nous faisons l'éloge de leur principe raisonnable ou de la partie de leur âme qui possède la raison, parce qu'elle les exhorte avec rectitude à accomplir les plus nobles actions. Mais il se manifeste aussi en eux un autre principe qui se trouve par sa nature même en dehors du principe raisonnable, principe avec lequel il est en conflit et auquel il oppose de la résistance, car il en est exactement comme dans les cas de paralysie, où les parties du corps, quand nous nous proposons de les mouvoir à droite, se portent au contraire à gauche. Eh bien pour l'âme, il en est de même. C'est dans des directions contraires à la raison que se tournent les impulsions des intempérants. Il y a pourtant cette différence que dans le cas du corps, nous voyons de nos yeux la déviation du membre, tandis que dans le cas de l'âme, nous ne voyons rien. Il n'en faut pas moins admettre sans doute qu'il existe aussi dans l'âme un facteur en dehors du principe raisonnable qui lui est opposé et contre lequel il lutte.
Quant à savoir en quel sens ces deux parties de l'âme sont distinctes, cela n'a aucune importance. Mais il apparaît bien aussi que ce second facteur participe au principe raisonnable, ainsi que nous l'avons dit. Dans le cas de l'homme tempérant, tout au moins ce facteur obéit au principe raisonnable, et il est peut-être encore plus docile chez l'homme modéré et courageux, puisqu'en lui tout est en accord avec le principe raisonnable. On voit ainsi que la partie irrationnelle de l'âme est elle-même double. Il y a d'une part la partie végétative qui n'a rien de commun avec le principe raisonnable et d'autre part la partie appétitive ou d'une façon générale désirante qui participe en quelque manière au principe raisonnable en tant qu'elle l'écoute et lui obéit. Et cela au sens où nous disons tenir compte de son père ou de ses amis et non au sens où les mathématiciens parlent de raison, et que la partie irrationnelle subisse une certaine influence de la part du principe raisonnable. On en a la preuve dans la pratique des admonestations et d'une façon générale des reproches et exhortations. Mais si cet élément irrationnel doit être dit aussi posséder la raison, c'est alors la partie raisonnable qui sera double. Il y aura d'une part ce qui, proprement et en soi-même, possède la raison, et d'autre part, ce qui ne fait que lui obéir à la façon dont on obéit à son père. La vertu se divise à son tour conformément à cette différence. Nous distinguons en effet les vertus intellectuelles et les vertus morales. La sagesse, l'intelligence, la prudence sont des vertus intellectuelles. La libéralité et la modération sont des vertus morales. En parlant en effet du caractère moral de quelqu'un, nous ne disons pas qu'il est sage ou intelligent, mais qu'il est doux ou modéré. Cependant, nous louons aussi le sage en raison de la disposition où il se trouve. Et parmi les dispositions, celles qui méritent la louange, nous les appelons des vertus. Livre 2. La vertu, résultat de l'habitude s'ajoutant à la nature. La vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la vertu morale. La vertu intellectuelle dépend dans une large mesure de l'enseignement reçu, aussi bien pour sa production que pour son accroissement. Aussi a-t-elle besoin d'expérience et de temps. La vertu morale, au contraire, est le produit de l'habitude, d'où lui est venu aussi son nom, par une légère modification. De l'éthos. Et par suite, il est également évident qu'aucune des vertus morales n'est engendrée en nous naturellement, car rien de ce qui existe par nature ne peut être rendu autre par l'habitude. Ainsi, la pierre qui se porte naturellement vers le bas ne saurait être habituée à se porter vers le haut, pas même si des milliers de fois on tentait de l'y accoutumer en la lançant en l'air. Pas davantage ne pourrait-on habituer le feu à se porter vers le bas. Et d'une manière générale, rien de ce qui a une nature donnée ne saurait être accoutumé à se comporter autrement. Ainsi donc, ce n'est ni par nature ni contrairement à la nature que naissent en nous les vertus, mais la nature nous a donné la capacité de les recevoir, et cette capacité est amenée à maturité par l'habitude. En outre, pour tout ce qui survient en nous par nature, nous le recevons d'abord à l'état de puissance, et c'est plus tard que nous le faisons passer à l'acte, comme cela est manifeste dans le cas des facultés sensibles, car ce n'est pas à la suite d'une multitude d'actes de vision ou d'une multitude d'actes d'audition que nous avons acquis les sens correspondants, mais c'est l'inverse. Nous avions déjà les sens quand nous en avons fait usage, et ce n'est pas après en avoir fait usage que nous les avons eus. Pour les vertus, au contraire, leur possession suppose un exercice antérieur, comme c'est aussi le cas pour les autres arts. En effet, les choses qu'il faut avoir apprises pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons. Par exemple, c'est en construisant qu'on devient constructeur et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. Ainsi encore, c'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les actions modérées que nous devenons modérés et les actions courageuses que nous devenons courageux. Cette vérité est encore attestée par ce qui se passe dans les cités, où les législateurs rendent bons les citoyens en leur faisant contracter certaines habitudes. C'est même là le souhait de tout législateur, et s'il s'en acquitte mal, son œuvre est manquée, et c'est en quoi une bonne constitution se distingue d'une mauvaise. De plus, les actions qui, comme cause ou comme moyen, sont à l'origine de la production d'une vertu quelconque, sont les mêmes que celles qui amènent sa destruction, tout comme dans le cas d'un art. En effet, jouer de la cithare forme indifféremment les bons et les mauvais citharistes. On peut faire une remarque analogue pour les constructeurs de maisons et tous les autres corps de métier. Le fait de bien construire donnera de bons constructeurs, et le fait de mal construire de mauvais. En effet, s'il n'en était pas ainsi, on n'aurait aucun besoin du maître, mais on serait toujours de naissance bon ou mauvais dans son art. Il en est dès lors de même pour les vertus. C'est en accomplissant tel ou tel acte dans notre commerce avec les autres hommes
que nous devenons les uns justes et les autres injustes. C'est en accomplissant de même telles ou telles actions dans les dangers et en prenant des habitudes de crainte ou de hardiesse que nous devenons les uns courageux, les autres poltrons. Les choses se passent de la même façon en ce qui concerne les appétits et les impulsions. Certains hommes deviennent modérés et doux, d'autres déréglés et emportés pour s'être conduits dans des circonstances identiques, soit d'une manière, soit de l'autre. En un mot, les dispositions morales proviennent d'actes qui leur sont semblables. C'est pourquoi nous devons orienter nos activités dans un certain sens, car la diversité qui les caractérise entraîne les différences correspondantes dans nos dispositions. Ce n'est donc pas une œuvre négligeable de contracter dès la plus tendre enfance telle ou telle habitude. C'est au contraire d'une importance majeure, disons mieux, totale. 2. Théorie et pratique dans la morale, rapport du plaisir et de la peine avec la vertu. Puisque le présent travail n'a pas pour but la spéculation pure comme nos autres ouvrages, car ce n'est pas pour savoir ce qu'est la vertu en son essence que nous effectuons notre enquête, mais c'est afin de devenir vertueux, puisqu'autrement cette étude ne servirait à rien. Il est nécessaire de porter notre examen sur ce qui a rapport à nos actions, pour savoir de quelle façon nous devons les accomplir, car ce sont elles qui déterminent aussi le caractère de nos dispositions morales, ainsi que nous l'avons dit. Or, le fait d'agir conformément à la droite règle est une chose communément admise et qui doit être pris pour base. Nous y reviendrons plus tard. Nous dirons ce qu'est la droite règle et son rôle à l'égard des autres vertus. Mais mettons-nous préalablement d'accord sur le point suivant. Notre exposé tout entier, qui roule sur les actions qu'il faut faire, doit s'en tenir aux généralités et ne pas entrer dans le détail. Ainsi que nous l'avons dit en commençant, les exigences de toute discussion dépendent de la matière que l'on traite. Or, sur le terrain de l'action et de l'utile, il n'y a rien de fixe, pas plus que dans le domaine de la santé. Et si tel est le caractère de la discussion portant sur les règles générales de la conduite, à plus forte raison encore la discussion qui a pour objet les différents groupes de cas particuliers, manque-t-elle également de rigueur, car elle ne tombe ni sous aucun art, ni sous aucune prescription, et il appartient toujours à l'agent lui-même d'examiner ce qu'il est opportun de faire, comme dans le cas de l'art médical ou de l'art de la navigation. Mais en dépit de ce caractère du présent exposé, nous devons cependant nous efforcer de venir au secours du moraliste. Ce que tout d'abord il faut considérer, c'est que les vertus en question sont naturellement sujettes à périr à la fois par excès et par défaut, comme nous le voyons dans le cas de la vigueur corporelle et de la santé, car on est obligé pour éclaircir les choses obscures de s'appuyer sur des preuves manifestes. En effet, l'excès comme l'insuffisance d'exercice font perdre également la vigueur. Pareillement, dans le boire et le manger, une trop forte ou une trop faible quantité détruit la santé, tandis que la juste mesure la produit, la croît et la conserve. Eh bien, il en est ainsi pour la modération, le courage et les autres vertus, car celui qui fuit devant tous les périls, qui a peur de tout et qui ne sait rien supporter devient un lâche, tout comme celui qui n'a peur de rien, qui va au-devant de n'importe quel danger, devient téméraire. Pareillement encore, celui qui se livre à tous les plaisirs et ne se refuse à aucun, devient un homme dissolu, tout comme celui qui se prive de tous les plaisirs, comme un rustre, devient une sorte d'être insensible. Ainsi donc, la modération et le courage se perdent également par l'excès et par le défaut, alors qu'ils se conservent par la juste mesure.